Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous pour ce nouvel épisode de l'Invité. Nous sommes en présence du célèbre médecin des ponts, comme il est souvent appelé, Christian Trédon. Bonjour Christian. Bonjour. Mais il est bien plus que cela, nous allons le découvrir. Et je suis également accompagnée de Muriel Carbonet-Villeneuve. Bonjour Muriel. Bonjour Ludivine. Dans ce nouvel épisode, nous reviendrons sur l'état des ponts en France et sur les actions menées pour les entretenir. Un vaste sujet. On ne présente plus Christian Trédon, monsieur S. Entretien et maintenance des ponts en France et en Europe. Président pendant plus de 20 ans au stress, président du colloque Le Pont, il a créé il y a 4 ans le colloque Eurobridge qui se tient à Bruxelles en Belgique. Christian Trédon a fait le tour des principaux pays de la CEE et partout le message est le même, les ponts doivent être entretenus et rénovés. Et d'autant plus depuis l'effondrement du pont Morandi à Gênes qui a fait 43 morts et 16 blessés le 14 août 2018. Christian, parlez-nous un petit peu de cette prise de conscience en France et en Europe. Alors, je vais faire un petit préalable. C'est vrai que nous sommes tous des gens des Trois Glorieuses, on va dire, qui a démarré dans notre pays aux alentours des années 50. Et quand on réfléchit 2 minutes à tout ce qui a été bâti en France, notamment en France, c'est pareil partout, mais déjà en France, depuis les années 50, dans tous les domaines de la construction. Alors, je ne parle pas du bâtiment, je suis dans le génie civil, je suis dans une ambiance travaux publics. Les routes, les autoroutes, les voies ferrées, les LGV, les barrages, les aéroports, les unités d'énergie, les centrales nucléaires, etc. Tout ça, ça s'est bâti depuis les années 50. L'entre-deux-guerres, 1920-1930, on a bâti des choses, bien sûr, mais sans aucune commune mesure avec ce qu'on a bâti après la Deuxième Guerre mondiale. Et qu'est-ce qu'on avait pour bâtir à l'époque ? À l'époque des cathédrales, quand ils ont bâti les cathédrales, ça a été un chantier énorme aussi, pour les 3-4 siècles. Oui, mais ça n'a pas duré trop longtemps, c'est 3-4 siècles de construction intense. Ils n'avaient qu'un seul matériau, c'était la pierre. Bon, nous, on avait abandonné la pierre, et puis on venait de découvrir, depuis le début du 19e siècle, le béton. Je parle bien du béton. On a découvert le métal, l'utilisation du métal, on en a fait du béton armé, qui n'est pas un matériau. Arrêtons de dire le matériau béton armé. Ce n'est pas un matériau, c'est l'association de 2 matériaux, le béton et l'acier. Bon, cette association a été, de manière industrielle, utilisée à partir de 1920 à peu près. On a fait des choses avant, mais enfin, ça reste epsilon. C'est à partir de 1920. Donc 1920, 1930, 1940, on a 20 ans là où on construit aussi, mais sans aucune commune mesure avec ce qui va se passer après. 1950, là, ça pourrait se comparer à 1830, après l'époque napoléonienne, où il a fallu tout bâtir. Et les voies ferrées, à l'époque, on n'avait pas de route, puisqu'il n'y avait pas besoin de route, on n'avait pas de camion, on n'avait pas de voiture, on n'avait pas de... Bon. Mais par contre, on avait la machine à vapeur, donc on avait le train. Et comme il fallait commercer, il fallait transporter des marchandises d'un point A à un point B. Et pour ça, il nous fallait des voies de communication. Les seules voies de communication qu'on a construites à l'époque, 1830, 1840, c'est les voies ferrées. Et nous, on va faire à peu près la même chose à partir de 1920 avec les routes. Et qui deviendront des autoroutes après 1950. Voilà, donc je pose ce sujet parce que 1950, on démarre, on a du béton et des aciers, donc du béton armé. On va avoir de la précontrainte, des câbles que l'on peut tirer, renforcer le béton, ok. On a du métal, il est assez performant à cette époque-là, on a du métal. On a des hommes, on a eu Eugène Freycinet pour le béton, pour renforcer le béton. On a eu Gustave Eiffel, on l'avait eu avant déjà, qui a donné, lui, une impulsion à partir de 1870 à peu près, sur la construction en métal. Bon, c'est les 2 seuls matériaux que l'on a. La pierre, on l'a abandonnée. Ça fait un moment qu'on ne l'utilise plus. Donc on a le béton armé et l'acier, le métal. Voilà, c'est tout. Donc on va construire avec ça à partir de 1950. Mais à cette époque-là,
quels que soient tous ces grands constructeurs, ces grands hommes, etc. Personne n'a l'idée, et c'est normal, puisqu'on n'a pas l'historique, de la nécessité d'entretien du béton armé. On ne sait pas que ça va se détériorer. On n'en sait rien. Et mettre de l'acier en présence de la chaux qui est contenue dans le ciment, c'est une aberration. On le sait aujourd'hui, c'est facile de le dire, mais à l'époque, on ne le savait pas. Bien, donc ça va donner des réactions électrochimiques, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais ça va déboucher sur la corrosion des aciers qui sont noyés dans le béton. Et cet acier qui est noyé dans le béton, lui, il commence à corroder parce que, comme on n'a pas protégé le béton, il y a un véhicule qui s'appelle l'eau, qui va récupérer le dioxyde de carbone qui est dans l'atmosphère, qui va le refaire pénétrer au travers du béton, et il y a tout un processus qui va s'enclencher qui s'appelle la corrosion de l'acier. La corrosion de l'acier, c'est un peu comme le gel. L'acier va gonfler et va faire éclater le béton. Et donc, on se retrouve en 1990 à peu près. Moi, j'ai commencé ma carrière en 1970. Je ne me souviens pas avoir entendu mes patrons parler d'entretien du béton armé. Tout ça, ce n'était pas d'actualité. Ça l'est devenu bien plus tard. Puis on a commencé à avoir des ouvrages qui se dégradaient. On a les chlorures aussi. Quand vous êtes à la mer, sur le littoral, vous voyez bien que le sel marin va détériorer l'acier. Quand on veut rouler sur des routes noires l'hiver, qu'il y a du gel, on balance du sel. Le sel, c'est du chlorure de sodium, il y a du chlore, c'est une aberration aussi. Et on favorise la dissolution de l'acier. Alors, on se retrouve en 1990, à peu près, oui, 90. Et là, on voit des corrosions partout. Partout, des gonflements, des fissures, des trucs, parce que le béton, il éclate. Il éclate par la corrosion, par le gonflement de l'acier, qui lui, à l'intérieur, il gonfle. Bon, alors qu'est-ce qu'on peut faire ? Oui, qu'est-ce qu'on peut faire ? Il aurait quand même fallu protéger le béton, pour que le véhicule qui s'appelle l'eau ne repénètre pas le béton. Ça, on ne l'a pas fait. On ne l'a pas fait. Et pour ne pas l'avoir fait, on l'a payé très très cher. Et aujourd'hui, tous nos ouvrages dont je citais tout à l'heure, ces ouvrages, les ponts bien sûr, mais pas que, tous les ouvrages qui ont été construits en béton armé. Alors en métal, ceux qui ont été construits en métal, on voit la tour Eiffel. La tour Eiffel, qu'est-ce qu'on fait ? De temps en temps, on la repeint. Mal, mais on la repeint. Bon, il va falloir la décaper un jour, faire un travail propre. Jusqu'à maintenant, on ne l'a jamais fait. On a toujours remis de la peinture par-dessus. Bon, on le protège parce qu'on sait que par l'oxydation, l'action de l'oxygène, le métal se dégrade. Ça, on le sait. Si vous avez un portail chez vous à l'entrée de votre propriété, si vous ne le peignez pas de temps en temps, il se dégrade. Le béton armé, vous ne voyez pas l'acier dedans. Alors on dit, bon, ça doit aller. Oh, puis il y a une fissure, là, c'est inquiétant. Alors faites venir quelqu'un, un médecin des ponts, et puis qui vous dit, mais là, peut-être qu'il y a un gonflement de l'acier derrière, on va voir. Ah oui, on creuse. Ah oui, l'acier est complètement attaqué. Ça, voilà. Et le mal est fait. Le mal est fait. Alors aujourd'hui, c'est la panique. Alors vous citiez Gênes. Le pont Paul Cheverra à Gênes. Il est 10h quelques. Le 14 août 2018, il y a 43 personnes qui s'engagent sur ce pont et qui n'ont qu'une idée, c'est de sortir de ce pont, d'aller de l'autre côté. Ils ne peuvent pas imaginer qu'ils vont se retrouver 40 mètres plus bas dans un amoncellement de voitures. J'ai vu, j'étais 10 jours après sur le site, c'était affreux. Donc, alors c'est catastrophe, qu'est-ce qui se passe, etc. Catastrophe, moi ce que j'ai vu là-bas m'a pas étonné quand ces systèmes de haubanage en béton précontraint, il aurait peut-être fallu les protéger, ils l'ont jamais été. Voilà, bon, alors je sais pas ce que dira le tribunal, ça c'est pas mon affaire, mais on a 43 victimes quand même. Ça c'est grave, alors qu'on savait qu'il aurait fallu le protéger. Et ça, c'est partout pareil. Partout, on a ce genre de choses. Et ça ne va pas aller en s'améliorant. Notre parc, si on veut parler que des ponts, par exemple, notre parc, on a estimé un nombre de ponts à 200, 250 000, c'est pas tellement ça qui est important. Ce qui est important, c'est de savoir qu'il y en a beaucoup.
et qui nous servent tous les jours. Vous êtes venus en voiture, là, ou je sais pas. Non, métro. Mais oui, mais le métro, il passe aussi sur des ponts. Oui, voilà. Donc c'est pareil. Donc c'est du génie civil. Et donc tout ça mérite qu'on s'y penche. Alors bien sûr, ça coûte cher. En tant que président du STRES, j'étais encore président du STRES, j'ai été convoqué à une délégation du Sénat que Macron avait demandé. Il y avait Hervé Moret aussi. Voilà, c'était Hervé Moret qui présidait le truc. Et il me donne la parole, et puis je dis au président, donc Hervé Moret, je lui dis, moi je donne mon sentiment, puis je lui dis, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer ça? J'ai dit, il faut avoir une meilleure connaissance de tout ça. Alors, qu'est-ce que vous préconisez? J'ai dit, moi, ça fait 30 ans que je dis qu'il faudrait que chaque pont fasse l'objet d'un carnet d'entretien. Comme votre voiture, quand vous achetez une voiture, un carnet d'entretien qui vous dit ce qu'il faut faire tous les 15 000 km, etc. Alors, il m'a regardé, je me souviens, et puis il m'a dit, mais ça n'existe pas, ça? J'ai dit, non, monsieur le président, ça n'existe pas. Ah, mais il faut le faire. Alors, il l'a mis dans sa proposition. La semaine ou les 10 jours qui ont suivi, j'étais convoqué boulevard Saint-Germain là, auprès du ministre des Transports de l'époque, qui était M. Djebari. Djebari, qui était un homme du privé, qui a été pilote, lui, il a vite réagi. Il a dit, mais mon truc, là, il faut le faire de suite. Il a été voir Castet. Castet a dit, bon, mais je vais te donner de l'argent. Il a piqué 40 000 euros sur le... 40 millions. C'est pas pareil. Oui, 40 millions, oui. Attends, 40 millions sur le plan de relance. On venait de toucher 140. Hein. Et donc, il a demandé au CEREMA de mettre ce projet en piste. Et aujourd'hui, à l'heure où on parle, je crois qu'il y a 40 000 ponts à peu près, c'est l'ordre de grandeur, peut-être un peu plus, qui font l'objet d'un carnet d'entretien, d'un carnet de santé. Ils ont appelé ça le carnet de santé. Voilà, donc ça c'est un petit peu moins, enfin, au travers du stress, mais c'est quand même moins. Bon, ça résout rien, ça. C'est simplement, au moins, on sait... Un état des lieux. Un état des lieux. Un état de santé des ouvrages. C'est la moindre des choses, quand même. Vous passez sur un pont, qui vous dit que le pont il va supporter votre voiture? Qui vous dit que lorsque vous allez passer, le pont ne va pas s'effondrer? J'ai une vidéo, moi, ici, je vous la ferai voir tout à l'heure, si vous voulez. Une vidéo en Italie, j'y peux rien, c'est toujours en Italie, où on a un pont qui s'effondre, il fait 4 morts. Il s'effondre sur la voiture. Et moi, je peux vous amener là sur un pont qui me fait peur. Et il y en a beaucoup qui me font peur, mais parce que je suis un peu parano du truc. Mais vous avez sur une plage l'été, on vous met un fanion en disant plage jaune, verte ou rouge. Bon, sur les ponts, on ne vous les met pas. Hein. Mais il y a beaucoup de ponts qui ne sont pas connus, donc vous passez à votre risque et péril. Voilà, bon, donc le carnet santé, protéger les ponts, oui, c'est évident qu'il faut les protéger. Alors les chiffres sont toujours importants, parce qu'on parle en France de 200 milliards de valeur patrimoniale à peu près. Si on est tous d'accord pour dire qu'il faut prendre environ 1,5% de ce chiffre pour tous les ans faire l'entretien nécessaire, si je prends 1,5% de 200 milliards, ça fait 3 milliards. Donc c'est 3 milliards qu'ils vont mettre sur la table. J'avais rencontré Clément Beaune, là, qui a été le ministre après Djebari. On a discuté de ça. Il m'a dit oui, le chiffre c'est à peu près ça. Mais on ne l'a pas, il me dit. Bon, alors, la question se pose, c'est-à-dire, j'ai ma voiture qui n'a plus de freins, j'ai plus d'argent pour refaire les freins. Qu'est-ce que je fais? J'arrête la voiture. Je mets la voiture au garage. Voilà, c'est ça. Ouais. Alors, sur les ponts, c'est difficile de dire ça. Parce que c'est ce que j'ai souvent dit à des maires, vous fermez le pont. Alors, vous n'y pensez pas. Oui, parce que justement, les ponts ne sont pas tous gérés par l'État. Il y a les communes. Oui, mais c'est pareil. C'est pareil. C'est le service public. Eux, ils le gèrent. Les ponts, ils sont à nous. On est quand même les propriétaires. C'est nous qui payons quand même. Hein. Je vous rappellerai qu'avec les impôts, oui. Non, c'est pas eux qui le sortent de leur poche. Bon. Nous, on le sort de poche. Donc, que ça soit la commune, les départements et l'État, bien sûr, ce sont des gestionnaires. Mais il faut bien les entretenir. J'y peux rien, c'est comme ça. Alors, quand on me dit, oui, mais bon, ton discours, c'est bien joli, mais de toute façon, il n'y a plus d'argent. S'il n'y a plus d'argent, on ferme toutes les routes, et puis c'est tout. C'est pas compliqué. Ah oui, on en est là. Mais on n'en est pas là, mais
Je veux dire, il faut bien se mettre en tête que ces ouvrages s'usent, et ça on le sait, tout le monde se dégrade, et qu'à un certain moment, quand on demande à un ingénieur, tous les jours, vous pouvez me vérifier mon pont, là, je voudrais savoir qu'est-ce qu'il porte aujourd'hui comme capacité. Alors, cette question, pour arriver à y répondre, un chapeau. Hein. Ça, c'est difficile. Et donc, on sait faire des calculs. Bien sûr, on sait faire. Alors, je ne sais pas si l'intelligence artificielle saura faire mieux que nous, mais on arrive à donner des fourchettes. Mais c'est très, très difficile de dire ça. Tout ce dont on est certain, c'est que le pont, il s'est amenuisé. Vous savez, cette courbe descendante, comme ça, de qualité. Votre voiture, vous l'avez achetée neuve, très bien. Alors, elle était logiquement à un bon niveau de qualité. Et puis après, elle se dégrade. Naturellement, on est tous pareils. On se dégrade tous. On fait le nécessaire pour essayer de nous maintenir à peu près à niveau. Bon, pour les ponts, pour tout ce que vous voulez, c'est la même chose. Donc il faut accepter de mettre... Alors les 1% et demi, c'est pas moi qui l'ai déterminé, on l'a vérifié X fois, c'est à peu près ça, tout le monde est d'accord, les cerveaux musclés aussi, les financiers disent oui, c'est à peu près ce qu'il faut mettre. Alors maintenant, je travaille au niveau européen. Je suis monté d'un cran. Alors là, on a 1 million de ponts à peu près pour les 27 de la communauté. 1 million de ponts, on n'en sait rien, mais bon, moi j'aime bien balancer. C'est moi qui avais balancé le chiffre de 200 000 à l'époque. Personne n'a repris, parce que personne ne le savait. Mais c'est le premier qui dit qui gagne. Hein. Donc j'ai dit 1 million. Et 1 million, on sait, la valeur neuve d'1 million, on sait que c'est 2000 milliards. Voilà, ça on le sait, parce qu'on a des ratios quand même assez... Bon, si 1 million est bon, on sait que ça coûte 2 milliards. Si c'est pas 1 milliard, si c'est pas 1 million, que ce soit 800 000 ou 1,2 million, on s'en fout, à la limite. C'est pas ça qui est important. Donc, 2000 milliards. 2000 milliards, d'ailleurs, dans mon livre, l'imprimeur s'est planté, il a mis 2 milliards. J'ai une coquille, là. Il lui manque 3 zéros, c'est pas grave. Donc, 2000 milliards. Et 1% et demi de 2000 milliards, ça fait 300 milliards. 30 milliards. 30 milliards. C'est la valeur qu'il faudrait que l'ensemble de la communauté mette tous les ans pour entretenir correctement, surveiller et entretenir simplement. Je ne parle pas des grosses réparations. Les Allemands sont en train de reprendre leur parc de ponts. Alors eux, ils font ça à la grosse bertha. Démolition, reconstruction. Eux, c'est plus que 30 milliards. Hein. Voilà. Et quelles sont les pistes pour entretenir? On parle de drones, de capteurs qu'on met sur les ponts. Les drones, c'est des outils, c'est tout, c'est comme les jumelles. C'est pas plus que ça, c'est pas le drone qui va vous réparer un pont. Non, bien sûr, mais au moins ça détecte les... Oui, mais comme vos yeux, comme des jumelles, voilà, ouais. C'est bien le drone, ça permet d'aller dans des endroits où on ne peut pas aller facilement. Voilà, c'est tout. Ce n'est qu'un outil. Hein. C'est pas. Il y a des capteurs aussi sur les ponts. Oui, mais on a un catalogue d'outils inimaginable aujourd'hui. On peut écouter un pont, comme il respire, prendre sa tension. On peut tout faire. On peut tout faire. Mais donc encore faut-il. De budget. Voilà. De volonté et de budget. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on veut faire? Je reviens à ma discussion tout à l'heure, les 30 Glorieuses, le début des années 50. La construction de tout ça, on ne s'est pas préoccupé de l'entretien. On construisait. Il fallait construire vite. On a construit. Et c'est efficace ce qu'on a construit. Je ne remets pas ça en cause. Simplement, on a oublié un paramètre qui était la pérennité de tout ça. Et aujourd'hui, alors, j'ai fait des conférences sur les ponts en pagaille. Alors, en général, il y a toujours un gars qui vient à la fin et qui me dit « Monsieur... tout ce que vous avez dit, c'est vrai. Mais alors, on ne sait plus travailler. » J'ai dit pourquoi. Regardez les Romains. Ils ont construit le pont du Gard. 2000 ans. Et il est toujours là. Hein. Et j'ai dit, monsieur, on ne parle pas de la même chose. Ce pas les mêmes matériaux. C'est pas la même... Voilà. On ne peut pas comparer. Nous sommes aujourd'hui en train de travailler avec ce composite béton armé qui nous pose d'autres problèmes. Et heureusement qu'on l'a eu, ce composite. Comment on aurait fait si on n'avait pas eu ça? Oui, ça a permis une construction rapide, à moindre coût. Sûr. Mais bien sûr. Vous savez que l'histoire du béton est absolument faramineuse parce que le béton de liant hydraulique, c'est les Romains. Les Romains l'avaient maîtrisé, ça. Hein. Et si on ne les avait pas virés,
Et si on ne les avait pas virés en 470, on les a virés avec tout ce qu'ils savaient. Les Celtes, les Gaulois ont repris le pouvoir, on a tout démoli. Et puis, à l'époque des cathédrales, justement, j'en parlais tout à l'heure, à partir du XIIe siècle, on aurait très bien pu faire les cathédrales en béton, pas en béton armé. Oui, en béton, on aurait mis un coffrage et on aurait coulé ce matériau. On le connaissait. Bon, ça aurait été moins joli, mais bon. Et vous venez de publier un ouvrage de Médecins des ponts. Un entrepreneur s'adresse aux jeunes générations, aux éditions David Reinhardt. Pouvez-vous nous en parler un peu plus? Et pouvez-vous nous parler justement pourquoi Médecins des ponts? Il y a une petite anecdote avec Monsieur Chirac. On est en février 99 à peu près pour accompagner le président Chirac en voyage d'État au Portugal. Alors je suis sélectionné, je ne sais pas pourquoi, j'avais une petite idée, en tant que chef d'entreprise. Je côtoie des petits chefs d'entreprise qui s'appellent Philippe Jaffray, qui s'appellent Claude Bébéa, excusez du peu. Ils m'accueillent, ils sont sympas tous, voilà. Et puis moi je suis là dans l'avion, on est emnaché parce que le pilote s'inquiète, on risque de manquer le créneau. Chichi n'est pas arrivé, puis vite la voiture arrive, Chirac monte 4x4 les marches de la passerelle, il rentre dans l'avion, et puis salut Philippe, salut truc, salut machin, il salue tous les gens qu'il connaît. Et bien sûr, dans l'allée, là, je le revois arriver sur moi, et ses yeux m'interrogent, quoi. C'est qui Qui c'est ce mec? Qu'est-ce qu'il fait là? Non, parce que il a dû se dire, il a été sélectionné, donc c'est qu'il le mérite, peut-être. Et qui c'est? Et alors, moi, je suis là, je ne peux même pas me lever, et j'ai pas un quart d'heure pour lui expliquer qui je suis. Alors, je ne sais pas ce qui m'est passé au travers de la tête. Je lui ai dit que j'étais un médecin des ponts. Mais ça vous va bien en même temps. J'en sais rien. Oui, il faut savoir que quand même, j'avais 3 entreprises de travaux qui travaillaient sur les ponts, quand même. Hein. Et ensuite, des sociétés de diagnostic. Et donc, là, hop, il s'arrête et il m'interroge. Il me dit, mais médecin, je ne savais pas que vous faisiez de la médecine sur les ponts. Enfin, il me pose 2-3 questions. Mais là, l'histoire ne s'arrête pas là. C'est que le soir, au château de Caylus, qui est l'équivalent de Versailles à Lisbonne, il a passé toute la journée, il a vu plein de gens, etc. Bon. Et là, il y a un tapis rouge. Il y a 25 mètres à faire sur un tapis rouge. Et au bout du tapis rouge, il y a Chirac et son homologue portugais, Georges Sampaio. Et quand c'est un Français, c'est Chirac le présente à Sampaio. Et quand c'est un Portugais, c'est l'inverse. Bon, et puis nous, on est stockés dans une grande belle pièce à côté. Et là, attends, je fais la bise à Amalia Rodriguez. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Oui, bien sûr. Ouais. Je serre la main à Mario Suarez. Enfin, je suis dans un rêve, quoi. Oui, dans les grandes sphères, quoi. Oui, je me demande qu'est-ce que je fous là et qu'est-ce que... Bon. Et donc, je ne suis pas dans les premiers qui sont appelés, bien sûr, c'est évident. Je suis plutôt dans les derniers. On m'appelle. Voilà, je fais 25 mètres sur le tapis. Et là, Chirac me serre la main et me présente à Georges Sampaio. Je vous présente un médecin des ponts. Alors là, je me suis dit, chapeau... j'ai utilisé quelque chose sans le vouloir, quelque chose qui l'a marqué. C'est pour ça que quand j'ai écrit ce bouquin, j'ai dit le titre. Voilà, quelques-uns vont trouver que j'ai été un peu ambitieux là, mais voilà. Et dans cet ouvrage, vous adressez aux jeunes générations. Oui, c'est pas un bouquin sur les ponts. Je parle des ponts, bien sûr, mais c'est pas un bouquin sur les ponts. Je m'adresse aux jeunes parce que je donne encore pas mal de cours là, dans des écoles d'ingénieurs, donc je côtoie ces jeunes. Qui, à la fin du cours, je leur parle un petit peu de mon parcours. J'ai un parcours atypique, puisque j'ai travaillé pendant 15 ans en tant que salarié dans une grosse entreprise nationale. Et puis, j'en ai eu marre. Je raconte, dans mon bouquin, je l'ai un peu romancé, mais on me fait une proposition de promotion en me disant, voilà, est-ce que vous acceptez qu'on vous envoie en Afrique sur un très gros chantier? C'est une promotion pour moi. Alors, je dis oui dans un premier temps, puis après, très vite, je réfléchis, je dis non, je ne veux pas aller là-bas parce que je veux monter mon entreprise. Et donc, je dis non. Et je rentre chez moi le soir et je dis à ma femme, alors je l'ai écrit dans le livre, je lui ai dit, voilà, chérie, il faut que je te parle. Aujourd'hui, on a voulu me donner une grosse promotion, je l'ai refusée et j'ai démissionné. Et je vais monter ma société.
Elle me regarde, elle me dit, t'as encore bu ? Ça fait beaucoup d'un coup. Ça fait beaucoup d'un coup. Et c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Et pourtant, je n'avais pas bu. J'ai démissionné. Je n'avais pas de chômage, bien sûr. D'un salaire de cadre confortable, je suis passé à rien. J'ai monté ma boîte. J'ai fait le tour de mes clients que je connaissais déjà, que ce soit EDF, la DDE, la SNCF, etc., en leur demandant tout simplement, est-ce que si je monte ma boîte, vous me faites confiance ou pas ? Et tous m'ont dit oui. Alors, je m'y suis lancé. Et alors là, les jeunes me disent, oui, mais vous aviez de l'argent. J'ai dit, attendez, moi, j'avais rien de rien. J'avais pas de bien personnel, j'avais un crédit de maison sur le dos, j'avais ma femme travaillait à l'extérieur, elle élevait mes 3 gosses. Voilà, donc elle n'avait pas de salaire qui rentrait. Non, c'était le cliché de la famille française par excellence. Je laisse tout, je m'en vais. C'est de l'inconscience, sûrement. Il y avait une part d'inconscience. Mais très vite, ça a très très bien marché. Et je me suis audacieux, comme on dit. Je ne sais pas si c'est la chance. J'avais confiance en moi. J'ai toujours eu confiance en moi, même dans les moments où ça allait pas trop. Je me suis, et puis j'ai quand même, au bout du compte, j'ai eu une entreprise de 200 personnes, hein, tant avec 3 entreprises travaux, hein, et 60 ingénieurs qui travaillaient dans les sociétés de diagnostic de ponts, etc. Voilà, donc on m'a qualifié pas de médecin des ponts, mais de spécialiste des ponts, ce que je ne suis pas. Je ne suis pas ça, je suis un metteur en scène. Moi, j'aime bien faire venir les gens qui connaissent. D'où le colloque Le Pont. En 96, je vais le faire l'an prochain pour la 30e année. Tous les ans, à Toulouse. 2 jours où on réunit cette année, on a réuni près de 600 personnes. Voilà, donc bon, j'ai toujours travaillé là-dedans, j'ai toujours essayé d'entraîner les gens avec moi. Et là, je viens de démarrer donc avec la FIEC à Bruxelles. Le même principe avec le colloque Eurobridge qui se tient au mois d'avril à Bruxelles. J'en ai un au mois d'octobre et un autre au mois d'avril. Et celui du mois d'avril à Bruxelles, donc c'est un colloque européen. J'essaie d'y faire participer. Alors, bien, c'est pas les 27, bien sûr, mais aujourd'hui, j'ai une bonne dizaine de pays qui me suivent. Donc, voilà, puis j'ai plein d'ambitions, plein de projets que l'on pourrait porter au niveau européen. Voilà. Un carnet de santé des ponts européen. Parfait. Maintenant, il faut penser, voilà. Voilà et donc, mon livre, pour terminer là-dessus, c'est un message aux jeunes pour leur dire... devenez créateur de votre propre ambition. Que ce soit dans le génie civil ou dans la restauration ou dans ce que vous voulez. Mais devenez créateur dans ça. Arrêtez de penser que le Graal, c'est de rentrer dans un gros groupe. Parce que beaucoup pensent à ça. Hein, ils rêvent de rentrer chez Vinci, chez truc, chez machin. C'est pas ça le Graal. Bon, qu'ils y aillent pour prendre des trucs et qui vite, s'ils en ont envie. On ne peut pas l'imposer à tout le monde, ça. Moi, j'en avais envie. J'avais envie, mais je n'avais pas les moyens de faire ça. Vous étiez un battant aussi. Oui, sûrement. J'avais envie de faire ça. J'ai toujours eu envie de faire des choses que je ne savais pas faire. Je voulais faire de la musique. Ça vous a plutôt bien réussi. Mais je voulais faire de la musique. Vous en faites toujours, j'imagine. Oui, mais moi, en passe-temps. Mais moi, je voulais vivre de la musique, oui, bien sûr. Ah oui, si j'avais pu, j'aurais fait. Oui. Et ce sont les ponts qui vous ont porté. Merci beaucoup pour cette intervention, Christian Tridon. À très bientôt. Merci à vous. Et c'est la fin de notre émission. Merci à Christian Tridon d'avoir été notre invité et à Muriel Carbonet-Villeneuve pour ses questions. N'hésitez pas à retrouver toutes nos autres chroniques sur notre site internet acpresse.fr. Bonne journée, au revoir.